Ces endroits qu'ils nous ont montrés, ce sont des lieux qui peuvent aider à comprendre ces phénomènes de l'esclavage. Des sites sur lesquels nous devons faire des fouilles archéologiques. Il y a des routes littorales qui viennent donc du pays Néo, du pays Aladjan, Adjoukrou, qui convergent vers Grand Laou. Il y a des mots anglais, des mots portugais. Et même dans la toponymie, vous le constatez en Côte d'Ivoire, il y a Fresco, il y a Sassandra, il y a San Pedro, etc., qui ne sont pas des mots de chez nous. La route des esclaves a vu le jour en 1994 en Afrique. C'est un projet mûri par Nelson Mandela et porté par l'UNESCO qui consiste à retrouver les routes et les points de rupture de la traite négrière afin de permettre aux Noirs de la diaspora de retrouver leurs origines et à ceux restés sur place de se souvenir. Les pays, et la Côte d'Ivoire en fait partie, qui ont connu cette vaste mésaventure, ont cherché à sauvegarder les traces de l'histoire. Et nous, depuis quelques années, nous avons, avec les chercheurs, revisité notre histoire et nous avons pu identifier des espaces, des lieux, des passages pour la traite négrière. Même si on n'est pas considéré comme une zone de grande traite, notre côte, et surtout Cap Laou, a joué un rôle important. Surtout dans la traite hollandaise, près de 51 000. Cela fait au-delà de 26% de la traite sur la côte dite des Vents. Il y a des Bonis en Guyane. Le nom Boni existe là-bas. En Guadeloupe, par exemple, il y a une igname qu'on appelle Laou. Une igname qu'on appelle Laou et tout le monde la reconnaît comme telle. Nous avons dans les îles Caraïbes, vous savez, beaucoup de descendants de ressortissants de chez nous. Au Mexique, nous avons les Galous. Les Galous qui sont un peuple de Côte d'Ivoire, de la région de Divo, entre Divo et Tiasalé, la région de Garo. Ceux qui étaient venus de là-bas, ce sont les gens de Garo ou bien de Galou, c'est comme ça qu'on les appelle. Et au Mexique, les documents, même écrits, l'attestent. Dans l'état de Guerrero, par exemple, nous avons des descendants d'origine ivoirienne. Donc, il y a des preuves assez éloquentes de l'existence effective de l'esclavage et de la déportation de nos parents, de nos aïeux. Captifs vendus à Cap Laou, que l'on trouve dans les travaux de Joseph Fallope, il y a ce qu'on appelle les Cap Laou, il y a des Taguanans, des Guimini, mais vous avez des Bétés, des Baoulés, des Agnis et autres, et des Dida. Maintenant, nous ici à Cap Laou, la traite va démarrer en 1709. À Assini, c'est sensiblement dans la même période. Les Portugais disent pão, pão, et les Akans disent pão. Vous voyez que c'est le même mot. Alors, nos peuples qui sont des peuples qui ne savaient pas à l'origine ce que c'est que le pain, ont dû emprunter le mot, au lieu que ce soit donc alka, c'est devenu alaka, parce qu'il faut toujours mettre quelque chose là pour que la syllabe soit ouverte. Il y a d'autres exemples. Par exemple, quand on dit azigri, azigri, le sucre, asuka. Quand les négriers arrivaient, effectivement, il y avait la barrière linguistique. Il y avait la barrière linguistique, mais la question était résolue de la façon suivante. Les négriers s'attachaient les services des grands chefs qui leur recommandaient un fils, un neveu qu'ils allaient former en Europe. Et ce dernier jouait le rôle d'interprète à leur côté. Même au niveau de la culinaire, de la gastronomie, nous avons des plats de chez nous qu'on retrouve là-bas, intacts. Si vous prenez la côte sud-ouest de notre pays, vous voyez qu'il y a beaucoup de falaises. Donc, ils ont trouvé un espace plus favorable à la Côte de l'Or, dans le Ghana actuel. C'est là qu'ils ont bâti le premier fort, le fort d'Elmina en 1482.
et d'autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que la côte sud-ouest, depuis ce qu'ils appellent Canaille, Cavaille ou Cavali, jusqu'au Bandama, est appelée la côte des Malgens. Et à partir de la côte des bonnes gens. Il y avait un commerce entre Cap-Laou et l'arrière-pays. N'oubliez pas que les sources du XVIe siècle révèlent que dans cette zone, il y a l'extraction du sel et la pêche. Donc, c'est vraiment le premier commerce. Et que cette côte-là même est appelée la côte des 5 bandes, des 6 bandes, etc. Parce qu'il y avait aussi des étoffes qui étaient vendues là, que les Européens achetaient pour aller revendre à la Côte de l'Or, etc., etc. La traite commence véritablement à Cap-Laou en 1709. En 1709 et prend fin totalement en 1820. Pour ce que nous savons, dans l'état actuel des choses, bien que nous savons qu'il y avait des esclaves d'origine ivoirienne à Cap-Laou, en Martinique et en Guyane, ceux qui ont fait l'effort de rechercher leur origine ivoirienne, ce sont les Noirs américains, les Américains du Nord. 300 qui se sont adressés à notre ambassadeur aux États-Unis pour dire qu'ils sont originaires d'ici. Vous voyez? Et donc, c'est parmi ceux-là que nous aurons des invités à l'inauguration d'Estelle et au lancement de la route de l'esclave. Je dis bien au lancement, parce que nous n'avons pas terminé les recherches. Pour commémorer ce passé douloureux, 2 stèles ont été construites. Une stèle à Kanganyanze à Tiasalé et l'autre sur l'île de Passagri à Laoukbanda. C'est un monument qui va être construit pour marquer un événement. Et dans ce cas précis, il s'agit du projet de la route de l'esclave. Et donc, il fallait, pour le commun des mortels, c'est-à-dire identifier des espaces qu'il fallait consolider avec un monument pour dire qu'en Côte d'Ivoire, l'esclavage a eu lieu, mais il y a des endroits où sont passés ces esclaves. Il fallait donc les identifier et construire des monuments pour marquer le départ du projet. Quand on a fait des recherches avec nos collègues, quand on est arrivé, les populations nous ont montré des endroits où ils étaient embarqués pour longer le Bandama jusqu'à Cap-Laou. Et ces endroits qu'ils nous ont montrés, ce sont des lieux où nous devons faire des recherches, des fouilles pour pouvoir essayer de voir s'il y a des documents, des documents archéologiques. Ce que nous appelons documents archéologiques sont des vestiges archéologiques qui peuvent aider à comprendre ces phénomènes de l'esclavage. Depuis que Alex Haley est venu découvrir que la Gambie était son pays d'origine, de nombreux Noirs américains ont décidé de chercher leurs racines. Certes, ils savent qu'ils sont des racines africaines, mais de quelle partie de l'Afrique? Et donc, les tests ADN ont permis de les rattacher à des régions précises. Et aujourd'hui, nous avons des centaines d'Africains américains qui savent qu'ils sont partis de Côte d'Ivoire. Nous avons le grand artiste Marcus Miller, le grand musicien de jazz, qui est l'ambassadeur de l'UNESCO pour la route de l'esclave, qui était ici l'année dernière et qui a déjà montré qu'il est d'origine ivoirienne et qu'il assume son appartenance à la culture ivoirienne. Et au niveau de cette zone où nous avons fait des recherches, les populations nous ont sorti des vestiges que nous avons fait dater par nos collègues qui sont en Suisse, l'Université de Genève, des archéologues qui ont essayé de voir si ces vestiges qu'ils nous ont donnés là ont un lien avec la traite négrière. Et il s'avérait qu'au niveau de ces vestiges, il y a une cruche
et aussi d'autres documents, mais la cruche, elle est bien spécifique. Cette cruche-là daterait de 1690 à 1715, c'est-à-dire du XVIIe et XVIIIe siècle. Cette cruche-là vient d'un atelier allemand, l'atelier Rena Westerwald. C'est vraiment un objet typique de la traite négrière qui prouve qu'à cette période du XVIIe et XVIIIe siècle, dans cette zone, dans le village d'Ahuya, que nous avons pu avoir ces vestiges-là, il y a des estampes qui sont sur ces cruches, ces vestiges-là, qu'on peut faire et remonter à la période et même aux ateliers. Nous devons faire des recherches, faire l'archéologie du bâti par exemple, comprendre est-ce que ce sont des matériaux qui sont utilisés à cette période, est-ce que des matériaux qui sont des périodes de la traite négrière, est-ce que ce n'est pas des éléments qui sont venus s'ajouter, et puis maintenant donner des hypothèses qui puissent aider à comprendre ou à confirmer ou à infirmer cette appartenance à la traite négrière. Nous avons Tiasalé, nous avons Ahuya, nous avons Broubrou, nous avons Tamambo, nous avons Nandibo, nous avons Enyambo Odisran, nous avons Zida, etc., Kaplaou. Mais pour beaucoup, nous avons besoin de faire des sondages. Dans certaines plantations de cacao, vous voyez les amas côtiers. Certains disent que ces mollusques qui sont pêchés dans la lagune ont servi à nourrir les esclaves, du moins les captifs, Nandibo étant considéré comme un village entrepôt. C'est-à-dire qu'on les met là et on les évacue progressivement vers le Cap Lao pour être vendus. On a les mêmes villages sur le Sassandra également. Kanga Nyanzé, ce qui a prévalu, c'est le lavage des esclaves et la valeur symbolique de cet événement. C'est là qu'on les lave et on pense qu'une fois qu'ils sont lavés, ils retrouvent une certaine sérénité. Est-ce que ce lavage a la même signification que ce qui se passait au Rio Pongo où il y avait des féticheurs attachés aux esclaveries? Est-ce que ça a la même valeur que l'arbre de non-retour dans le village des Omaji du côté de Ouida? Bon, ça, il reste à voir. Bon, donc je pense que c'est ça qui a mérité en faveur de Kanga Nyanzé. Sinon, le premier site, c'est Tiasalé. La Côte d'Ivoire, notre mère patrie, porte encore en son sein, dans certains villages, plantations, fleuves et mers, les douleurs de la traite négrière qu'aucun de ses fils n'a le droit d'oublier. L'histoire a besoin de témoignages, a besoin de preuves. Et c'est eux qui nous donnent. Évidemment, nous ne prenons pas tout pour argent comptant, parce qu'il y a toujours une confusion que les gens font entre la traite atlantique, la traite intérieure, les travaux forcés. Donc, ça, il appartient à l'historien donc de regarder et donc de trier, de faire la critique. Nous allons également aborder toute la côte d'ici l'année prochaine, à travers les lieux, Sassandra, Fresco, Tabou, toute la côte. Et nous reviendrons jusqu'à Grand Bassam, jusqu'à Assini. Toute la côte a été visitée par des marchands d'esclaves. Mais les plus importants sont ceux où nous allons ériger des stèles, ériger des monuments pour que ces endroits soient des lieux de visite, des lieux de rencontre et surtout pour développer le tourisme de la mémoire.